Depuis le début des temps, vécut un Français d'une importance extraordinaire. Visionnaire et révolutionnaire, il fut témoin de tous les événements marquants de l'histoire contemporaine de la France. Ses exploits sont cependant demeurés inconnus pour plusieurs siècles, jusqu'à aujourd'hui. Nous vous présentons le seul, le grand, l'incroyable, unique, Hugues! Hey, toi! Oh mon Dieu! En 1848, la situation de la France est plutôt malencontreuse. La transition économique agricole-industrielle avait engendré une dépression économique et la population avait faim. De plus, les conditions de travail des ouvriers étaient exécrables. À la recherche d'une nouvelle identité, on assiste à l'apparition de nouveaux mouvements politiques à l'intérieur de la monarchie. Yo, les conditions de travail sont horribles! La transition entre l'agriculture et l'industrie, ça va mal, ça va mal. L'économie est tellement mauvaise, j'ai faim! On doit faire changement! Révolution! Le roi Louis-Philippe abdique et s'enfuit. Louis-Napoléon est élu président de la Seconde République. Hé, Louis-Napoléon! Hugues! Oh, ça va bien? Ouais, toi? Hé, tu veux-tu rentrer puis on va prendre un café chez moi? Alors, monsieur Napoléon, ça va bien, monsieur? Ça va très bien, sauf que j'ai un petit problème. Ici, la Constitution ne permet pas que je sois réélu après mes 4 ans. Et j'aimerais demeurer président, donc j'ai un petit problème. Pourquoi pas faire un coup d'État? T'as une bonne idée, ça? Je pense que oui. J'aime ça, j'aime ça. Tu penses bien? Napoléon devient empereur suite à un coup d'État. Le Second Empire est amorcé. Napoléon III est un visionnaire, un fervent partisan de la liberté du peuple et du bien-être de la population. Révolutionnaire sur le plan économique, il améliore le sort des classes ouvrières, mais est despote sur le plan politique. Il tente de glorifier la France, mais ses nombreuses erreurs en relations extérieures laissent derrière elle une mauvaise réputation au Second Empire chez les Français. En 1870, Bismarck propose la candidature du prince allemand Léopold au trône d'Espagne. Louis-Napoléon s'y oppose et oblige le roi de Prusse, Guillaume I, de confirmer la renonciation du prince. Guillaume refuse de recevoir l'ambassadeur de nouveau et demande à Bismarck d'envoyer à la France un télégramme disant que Sa Majesté n'a plus rien à lui communiquer. Toute la France prend cette réponse comme une insulte diplomatique et tombe dans le piège en déclarant la guerre à la Prusse. Napoléon, faible et malade, laisse faire. Les Français ne remportent pas une seule bataille. La situation économique et politique de la France est précaire. Cependant, en 1875, la France redevient une république. Avec ce changement, la France met derrière elle sa défaite et amorce sa réforme. Les lois scolaires, la mise en place d'un service militaire universel et le développement de les communications contribuent au renforcement de l'unité nationale. En 1889, lors de l'Exposition universelle de Paris, on assiste à l'inauguration de la Tour Eiffel. C'est la plus grande structure jamais construite par l'homme. À partir de 1890, la France intensifie son processus de colonisation, notamment en Afrique et en Asie de l'Est, et devient le deuxième plus grand empire colonial du monde, derrière le Royaume-Uni. Parallèlement, face à la menace de l'Empire allemand, la France s'allie avec la Russie et le Royaume-Uni. En 1907, la Triple Entente est consolidée. En 1914, la guerre est déclarée. La France entre en guerre pour soutenir la Russie et parce qu'elle est menacée par l'Allemagne. La majorité des soldats français, soit 2,9 millions, sont sur le front Est, en face de l'Allemagne quand les Allemands déclenchent le plan Schlieffen, plan d'évasion de la France par la Belgique. La bataille de Verdun de 1916 est l'une des plus sanglantes de l'histoire. 70% des soldats français
combattirent à Verdun pour défendre leur territoire, où 80% des morts furent causés par l'artillerie. Cette victoire française coûta la vie de 163 000 soldats français. En 1917, les premiers tanks français, le Schneider et le Saint-Chamond, sont trop lourds et tombent souvent en panne. L'année suivante, on construit le Renault FT, qui est plus léger et plus perfectionné. Le traité de Versailles clôt la guerre. Les années qui suivent la Grande Guerre sont difficiles. En 1919, la grippe espagnole frappe l'Europe et cause la mort de 200 000 Français. Il y a aussi une instabilité ministérielle. Lors des années folles, de 1926 à 1931, on assiste à un redressement économique, une hausse du niveau de vie, le développement ferroviaire, industrialisation de l'électricité, l'électrification des campagnes. On construit aussi la ligne de Maginot pour se protéger de futures attaques allemandes. Le crash boursier de 1929 aux États-Unis frappe la France vers 1932. La baisse de la valeur du livre britannique déstabilise la valeur du franc. Les prix agricoles baissent. La chute des exportations cause une baisse de la production industrielle. En 1933, il y a 1,5 million de chômeurs en France. Bonjour monsieur, c'est combien ça? C'est 5 $. Mais monsieur, j'ai seulement 3 $ un. Oh, je m'excuse monsieur, je peux pas vous le vendre. Moi et ma famille vont crever de faim, s'il vous plaît. Oh mon Dieu. En 1938, la France, le Royaume-Uni et l'Italie signent des accords qui laissent l'Allemagne envahir la Tchécoslovaquie. Ce sont les accords de Munich. Ils témoignent le désir de maintien de paix. La France déclare la guerre à l'Allemagne suite à l'invasion de la Pologne. Pendant les 8 mois qui suivent, les soldats français demeurent en sécurité derrière la ligne de Maginot, en face des forces allemandes. Il n'y a pas d'attaque, c'est la drôle de guerre. Le 10 mai 1940, les Allemands exécutent le plan jaune en contournant la ligne de Maginot par les Ardennes pour attaquer la France. C'est la bataille de France, l'invasion allemande des Pays-Bas, de la Belgique, du Luxembourg et de la France. Moins que 2 semaines plus tard, de nombreuses troupes anglaises et françaises se retrouvent entourées à Dunkerque et fuient vers l'Angleterre. D'autres fuient par Cherbourg peu après. Paris est déclarée ville ouverte et est prise le 14 juin. Dans la confusion, le maréchal Philippe Pétain perçoit une défaite inévitable. Il tente donc de signer un armistice avec l'Allemagne le plus rapidement possible. L'armistice est signé le 22 juin. La France est divisée en deux, la zone occupée, au nord et bordant l'Atlantique, et la zone libre, au sud. Les dirigeants français s'établissent à Vichy, dans la zone libre. Le maréchal Philippe Pétain est attribué tous les pouvoirs. Il est un collaborateur, c'est-à-dire qu'il accepte les politiques nazies. Il est donc obligé d'instaurer le service obligatoire du travail, d'envoyer des hommes pour combattre avec les Allemands et de promouvoir l'oppression des Juifs. Contrairement à Pétain, Charles de Gaulle refuse d'abdiquer. Tant que ses alliés continuent la guerre, son gouvernement n'a pas le droit de se rendre à l'ennemi. Réfugié en Angleterre, il interpelle les Français pour leur inciter de résister à la domination allemande et créer les forces françaises libres. Allô Hugues, c'est De Gaulle. Bonjour. Es-tu un collaborateur comme Pétain? Oh non, je ne voudrais pas être Pétain. Je n'aime pas les politiques du gouvernement de Vichy. Je n'aime pas comment il a succombé à la pression des Allemands. Je voudrais combattre pour la liberté de la France. Parfait, j'allais justement vous demander si vous voudriez joindre la résistance. Oui, j'aimerais bien, mais ça serait quoi mon rôle? Au début, les nombreux petits groupes de résistants en France n'ont aucun moyen de communication. Vers 1943, Jean Moulin, envoyé en France par De Gaulle, regroupe les nombreux petits groupes de résistants qui deviennent plus organisés. Ceux-ci vont jouer un rôle important dans les victoires des Alliés après le jour J.
En 1944, De Gaulle retourne en France avec les Alliés pour libérer la France. Il crée le gouvernement provisoire dont il est le chef. À la fin des combats en Europe, Pétain est jugé pour haute trahison. Grâce à De Gaulle, la France est reconnue comme faisant partie du camp vainqueur avec les Alliés. Oh mon Dieu!